C'était en 2011 au Salon du Livre de Saint-Malo, étonnant voyageur. J'étais en train de dédicacer, puis il y a un monsieur qui arrive et qui me dit: «Je vous ai apporté un gâteau». Ah, je suis: «Ah bah, c'est sympa», je prends le gâteau et puis il me dit: «C'est le gâteau d'une empoisonneuse». Je fais: «Ah, très bien», et puis je repousse le gâteau et là, il m'explique que c'est le gâteau d'Hélène Gégado. Il me demandait et il me dit demande si je savais qui c'était, donc je lui dis non et il m'explique qu'à Rennes, il y a une pâtisserie qui refait le gâteau comme le faisait Hélène Gégado, la même recette, sauf que sur le gâteau, il y a une bande en travers où il y a écrit «Garantie sans arsenic». Et ça m'a fait rire. Et moi, comme j'ai une maison en Bretagne, je suis allé dans ma maison avec le gâteau. J'ai mangé le gâteau, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Et puis, le lendemain, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette Hélène Gégado? Je vais regarder s'il y a des trucs sur internet». Et le premier truc que j'ai découvert, c'est qu'elle avait été guillotinée en 1852, le 26 février. Et il se trouve que le 26 février, c'est ma date anniversaire. Je me suis dit: «Au bout d'un moment, il faut écouter les signes», et puis je suis parti comme ça, voilà. Parce qu'il semblerait que cette femme soit la plus grande tueuse en série du monde. Record jamais battu, quoi. Et en crime de droit commun. Et je me disais: «Mais comment ça se fait qu'on la connaît pas?» Parce que moi, à mes copains bretons, quand je leur disais: «Je vais écrire un livre sur Hélène Gégado», tous me disaient: «C'est qui?» J'ai: «Comment ça, c'est qui? En Bretagne, vous avez la plus grande tueuse du monde, vous savez pas qui c'est?» Et puis, en fait, j'ai assez vite découvert que elle a été, comme son procès a démarré un samedi, le 6 décembre 1851, et qui se trouve que 4 jours avant, le mardi 2 décembre, il y a eu le coup d'État de Napoléon III, que là, évidemment, dans toute la France, a été un cataclysme invraisemblable, que du coup, son procès a été zappé et qu'ensuite, elle a glissé dans les oubliettes de l'histoire et que je me disais qu'il était temps de la remettre en lumière, cette petite fleur bretonne. Il y avait au 19e siècle un monsieur qui s'appelait Armand Fouquier qui avait écrit sur elle. Ensuite, en 1937, il y a un juge, Bouchardon, qui avait écrit aussi sur elle. Il y a un monsieur qui s'appelle Peter Miset, qui est un, un Irlandais qui habite à Dinard, qui avait écrit aussi sur elle. Et puis, surtout, le procès d'Hélène Gégado était le premier procès de droit commun où tout ce qui s'est dit au procès a été noté, ce qui fait que ça faisait une documentation énorme, quoi. Donc c'était très pratique. Merci. Alors oui, si le roman s'appelle Fleur de tonnerre, c'est parce que Fleur de tonnerre, c'était le prénom, le surnom que lui donnait sa mère qui a été sa première victime. Elle a empoisonné sa mère à 8 ans. Ça montre déjà un joli caractère, quoi. Et ensuite, elle a empoisonné ses deux tantes maternelles, puis sa propre sœur, et puis elle avait oublié son père, ce qui fait que des années plus tard, elle est repassée par Plouhinec pour empoisonner aussi son père, parce qu'elle avait tendance à tout bien faire, quoi. Et à son procès, elle a rien voulu expliquer, rien. Elle a donné aucune explication, elle n'a pas voulu parler, rien du tout. Et le seul truc qu'elle a dit, c'est une fois que le juge lui a annoncé à la fin de son procès qu'elle allait être condamnée à mort, il lui a dit: «Est-ce que là, enfin, vous avez quelque chose à dire?» Et là, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est à propos des jurés. Elle leur a dit: «Ceux qui m'empêchent de poursuivre ma mission se retrouveront avec moi dans l'au-delà. Et alors là, ils verront.» C'est-à-dire qu'elle était gonflée. Même à ce moment-là, elle a menacé et s'est jurée. Et en fait, elle a parlé juste la veille de son exécution. À Rennes, elle s'est faite arrêter à Rennes et la veille du jour où on allait la guillotiner, il y a un abbé qui est rentré dans sa cellule, il s'appelait l'abbé Tiercelin. Il y avait le gardien-chef de la prison là, qui était là, qui s'appelait Michel. Et c'est lui qui a raconté ça, ce que je vais vous dire plus tard. C'est que là, elle était assise sur sa paillasse dans la cellule. Et tout d'un coup, sans qu'on lui demande rien, elle s'est mise en marche. Et elle a commencé à parler. Et elle commençait à parler et à dire qu'en fait, le problème de son existence, ça avait été que quand elle était petite fille, dans la ferme de ses parents, tous les soirs, lors des veillées bretonnes, avec les voisins, tout ça, elle entendait des légendes bretonnes. Et là, je me doute qu'il y a 3, 4 Bretons dans la salle, mais je dis souvent que quand même, les légendes bretonnes, surtout de l'époque, c'est quand même des trucs un peu de cinglés, quoi. Avec des corrigans, des poules piquets, des Marie Morgane, des Catel Golet, des sirènes, des machins, et surtout l'encou.
Et, et Lancoux, que vous connaissez sans doute tous, mais donc l'ouvrier de la mort avec sa faux comme ça, qui se balade partout sur les chemins de Bretagne avec sa charrette, la cariguelle de Lancoux, et qui fauche tous les vivants et qui tombe dans sa charrette. Et au bout d'un moment, ben, elle s'est prise pour la réincarnation de Lancoux. Et elle a dit un truc qui est assez curieux, parce qu'elle a dit ça en 1852, et on aurait dit du Dolto avant l'heure. Elle a dit que quand elle voyait la terreur que ses parents avaient par rapport à Lancoux, les craintes que ça leur suscitait, tout ça, elle dit quand les parents ont trop peur de quelque chose, ils redonnent leur peur à leurs enfants. Et alors, ils ne les protègent plus. Et alors, tout peut arriver. Jusqu'à donner finalement, jusqu'à créer un personnage comme moi. Et elle a dit aussi un autre truc, elle dit qu'elle-même, quand elle entendait les légendes de Lancoux, en était terrifiée, était dans un état de crainte incroyable. Et c'est là où elle est très spéciale, c'est que la façon qu'elle a trouvée pour dominer sa peur, elle a expliqué ça, c'est qu'elle a décidé de devenir la peur. Elle dit, je n'aurai plus peur parce que ça sera moi la peur. Je n'aurai plus d'angoisse, ça sera moi l'angoisse. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé bizarrement sa tête à elle, et ça a été pas terrible pour les têtes des gens qui lui ont fait, à qui elle a fait à manger, quoi. Mais elle a été formidable quand même, parce que la première personne qu'elle a voulu, et souvent les gens qui ont lu le livre croient que je l'ai inventé, et c'est vraiment vrai, sa première personne qu'elle a voulu empoisonner, quand elle avait 8 ans, c'était une petite gamine de 7 ans qui était une petite bergère qui s'appelait Émilie Lemoguenne. Et cette petite Émilie Lemoguenne déjeunait le midi dans la ferme des parents d'Hélène Gégado, où il y avait la mère, donc Hélène Gégado, et puis la petite Émilie Lemoguenne. Et un jour, à table, la petite Émilie, elle regarde son assiette de soupe et elle dit « Mais c'est quoi ces boules noires dans mon assiette ?» Et comme je lisais dans l'extrait, la mère Samen voit ça, elle dit « Mais qu'est-ce que tu as fait, fleur de tonnerre? Mais je t'ai pas dit que les bêtes belladone, c'est du poison, etc. Tu te rends compte? Tu les aurais écrabouillés, tu aurais touillé la soupe, on s'en serait pas rendu compte. Et alors, imagine ce qui serait arrivé. » Elle n'aurait pas dû dire ça à la mère. Parce que le lendemain, quand est arrivée la soupe, la fille avait bien compris la leçon, et c'est comme ça que la mère y est passée. Et quand la veille de son exécution, là où elle a raconté en fait tous ces trucs, Hélène Gégado, à un moment, elle a dit ça. Elle a dit, mais attendez, en fait, si je suis devenue une empoisonneuse, c'est à cause d'une petite bergère qui maintenant doit avoir mon âge, qui s'appelait Émilie Lemoguenne. C'est elle qui m'a tout appris du poison. Il faut que vous la retrouviez et il faut que vous lui fassiez ce que vous allez me faire. Ce qui fait que même morte, elle voulait continuer à tuer, quoi. Elle était vraiment incorrigible. Mais assez vite, oui, je m'y suis attaché parce que je connaissais, je pressentais la raison. D'ailleurs, Marina Foïs, l'actrice qui voudrait absolument jouer Fleur de Tonnerre, elle m'a dit une phrase vachement bien. Elle m'a dit, en fait, l'histoire de Fleur de Tonnerre, c'est pas l'histoire d'une serial killeuse, c'est l'histoire d'une femme qui a eu trop peur quand elle était petite fille. Et là, tout d'un coup, ça devient intéressant, quoi. Mais j'ai retrouvé dans les archives de l'INA une émission de Pierre Dumayet, qui en 1960, je crois, il faisait une émission qui s'appelait En votre âme et conscience, où il représentait à chaque fois une séance de tribunal. Et d'ailleurs, c'était Alice Saprich qui jouait Hélène Gégado à son procès. Et il y a une reconstitution du procès. Et après, il avait fait une interview d'un psychiatre. Et moi, à propos d'Hélène Gégado, j'étais persuadé que c'était une schizophrène, vu qu'elle se prend pour Lancoux. Donc voilà, c'est une schizophrène. Et le psychiatre expliquait que, eh ben non, que c'était pas une schizophrène, que c'était en fait une perverse. Mais une perverse, pas dans le sens que nous, on emploie habituellement, où on pense toujours perversité sexuelle,
sexuel, je sais pas quoi, des trucs comme ça, mais là, que c'était en sens psychiatrique, la perversité est une forme d'une vraie maladie qui arrive toujours par un dérèglement dans l'enfance, un truc qui fait que paf, la vie se met à partir sur le mauvais pied et que ça entraîne vers un chemin de perversité. Donc en fait, il semblerait qu'Hélène Gigado n'était pas une schizophrène, mais qu'elle souffrait de perversité psychiatrique. Contrairement aux auteurs en série, les auteurs en série, en général, c'est des spécialistes. Par exemple, Jacques Léventreur, il ne supportait pas les prostituées, bon, il tue les prostituées. Landru, c'était les femmes, bon, il fout les femmes dans le four. Petiot, c'était les juifs. Enfin bon, c'est tous des spécialistes. Tandis qu'Hélène Gigado, c'était une généraliste du crime. Elle tuait aussi bien les hommes que les femmes, les vieux que les jeunes, les enfants, les nourrissons, tout ce qui vivait, quoi. Voilà, c'était une généraliste. Et si elle a pu tuer autant, parce qu'elle a commencé à l'âge de 8 ans et elle s'est faite arrêter à 48 ans, donc c'est 40 ans de crime. C'est parce que elle ne manifestait jamais aucune haine vis-à-vis de ses victimes. Et donc, on ne pouvait pas soupçonner. Et même des fois, elle empoisonnait des gens qu'elle aimait beaucoup. Et quand ils étaient morts, ben, elle avait beaucoup de chagrin, mais elle les avait empoisonnés quand même. Et il y en a qu'un, c'est à Pontivy, il y avait le fils du maire, qui était un adolescent absolument pénible, qui foutait sur la gueule de ses copains à l'école et tout, enfin un môme insupportable et tout, où là, quand elle l'a empoisonné, pendant qu'il était en train d'agonir et qu'il allait mourir, elle lui aurait dit, bon, tu aurais été gentil, ça aurait été pareil. Mais là, toi, franchement, ça fait plaisir. Et donc, elle était vraiment, vraiment spéciale. Moi, elle m'amuse, je la trouve formidable. J'aurais bien aimé la connaître. Et d'ailleurs, je l'ai vue en vrai, enfin en vrai. Quand je suis allé à Rennes, dans les réserves d'un des musées de Rennes, ils ont conservé dans une caisse le moulage de sa tête, qu'ils ont sorti exprès pour moi. Et moi, j'avais ma fleur de tonnerre dans la main, sa tête, parce qu'évidemment, ils avaient séparé le corps. Et puis, je la regardais, tout ça, puis je pouvais lui caresser. J'ai trouvé qu'il avait une toute petite tête, je pouvais lui caresser le crâne, le nez, les lèvres, tout ça. Je lui parlais, je lui dis, ma petite fleur, t'en as fait des grosses bêtises, on tue pas les gens comme ça et tout. Et j'aurais bien aimé la connaître. Je ne serais pas allé jusqu'à lui demander de me préparer à manger, mais voilà, quoi. C'était une période où il y avait beaucoup de fulgurances de choléra en Basse-Bretagne, et que les symptômes du choléra sont assez proches des symptômes par empoisonnement. Et qu'en plus, le choléra est une maladie très spéciale qui peut frapper un village. Mais si ça peut frapper un village, ça peut toucher une maison, et une seule. Et ça ne touche pas les autres maisons. Et puis, ça passe ça saute le village à côté et ça frappe le village suivant. S'il fait chaud, le choléra s'arrête, il ne progresse plus. Il refait froid, hop, il repart à un autre endroit. Et donc les médecins, à chaque fois, mettaient ça sur le compte du choléra. Et puis, en plus, on ne la soupçonnait pas parce qu'elle prenait soin de ses victimes pendant qu'elles étaient en train de succomber. Nuit et jour, elle était à côté d'eux, elle leur épongeait le front comme ça. Elle leur disait, reprenez une petite cuillère de soupe aux herbes, ça ira mieux. Reprenez une petite part de gâteau. Et elle est... Ce qui est marrant aussi chez elle, c'est qu'elle ne mentait pas et qu'en fait, on n'a pas su l'entendre. Parce qu'à chaque fois qu'elle arrivait dans une place, elle disait « Partout où je vais, la mort m'accompagne ». Elle disait ça à ses employeurs. Et par exemple, elle a une fois raconté, elle a dit « Un jour, je suis allé à Guernes, chez l'abbé Le Drogo. Je suis rentré chez lui, il y avait 7 personnes. Quand j'en suis reparti, c'est moi qui ai fermé la porte. » Et puis, à chaque fois, elle aimait beaucoup assister aux obsèques de ses victimes. Et elle sortait toujours du cimetière en disant toujours la même phrase, en disant « Oh là là, encore un. Et quand je pense que ça n'est pas le dernier. »
Donc, donc en fait, on l'aurait entendu, ça serait arrêté beaucoup plus vite. Et puis en plus, quand des médecins avaient quand même des doutes et voulaient faire des autopsies, au 19e siècle, en Basse-Bretagne, les gens avaient ça en répugnance et refusaient systématiquement l'ouverture des corps. Et donc, du coup, elle est passée à travers les balles. De toute façon, pour être un tueur ou une tueuse en série, il faut avoir de la chance. Un tueur en série qui n'a pas de chance, il tue le premier, puis il se fait gauler. Puis voilà. Tandis qu'elle, elle a eu un bol incroyable, quoi. Et elle a été gonflée parce que la dernière place où elle est allée, c'est à Rennes, chez un type qui s'appelait Théophile Bidard de Lannoy, qui d'ailleurs plus tard allait devenir député maire de Rennes, qui était euh, un ancien juge, professeur de droit à la faculté de Rennes, expert en affaires criminelles, un des très rares experts en affaires criminelles qu'il y avait en France. Et elle se fait engager chez lui, mais délibérément, quoi. Et alors là, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est il y a deux solutions. Soit c'est une forme de suicide. Ou alors c'était une provoque supplémentaire. C'est même chez un mec comme ça, je vais buter tout le monde. Et c'est ce qu'elle a failli faire parce que chez Bidard de Lannoy, elle a zigouillé deux servantes. Elle en a loupé une qui s'est retrouvée simplement dans le coma. Et c'est en empoisonnant, en tentant d'empoisonner Bidard de Lannoy, on sait avec quoi d'ailleurs, avec un ragoût de petits pois qu'elle s'est fait choper. Et puis je me suis dit que c'était cette Hélène Gégado, elle ne pouvait être que bretonne. Elle est le fruit des légendes bretonnes. C'est inimaginable une Hélène Gégado en Eure-et-Loire, par exemple. Ça ne pourrait pas. Elle est le fruit perverti, vicieux d'une culture celtique. Et au début du 19e siècle, en Bretagne, ça se mélangeait beaucoup, le catholicisme, le celtisme, où on essayait tout ce qui était curé, tout ça, essayait d'emmener les gens vers les églises en détruisant les menhirs pour en faire des linteaux de porte d'église, en les coupant et en les creusant pour en faire des bénitiers. C'était une façon d'amener les gens de la culture celte vers le catholicisme. Et tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Moi, j'ai appris des trucs que je ne savais pas du tout. Par exemple, je ne savais pas, moi, qu'en Bretagne, à cette époque-là, il y avait des chapelles, des églises qui s'appelaient Notre-Dame de la Haine. De la haine. C'est-à-dire des églises où on allait prier pour la mort de quelqu'un. C'est complètement incroyable. Et la dernière chapelle Notre-Dame de la Haine en Bretagne a été détruite en 1885. C'est quand même il n'y a pas longtemps. Il y a aussi cette histoire de Saint-Yves de Vérité, où je trouve ça formidable. Saint-Yves de Vérité, qui était en statut dans beaucoup d'églises, notamment du Morbihan, qui était un saint qui avait la réputation d'avoir du pouvoir, mais d'être feignant et revêche. Et donc, quand on voulait qu'il exauce un vœu, fallait lui foutre sur la gueule. Et donc, les gens venaient avec un fouet en disant, je ne veux plus qu'il y ait du charançon dans mon blé, tiens, prends ça dans ta gueule et tout. Et à coup de bâton, il frappait les églises. Il y avait quand même plein de trucs incroyables. Et il y a aussi une histoire que je trouve formidable, c'est l'histoire des ponts. Au début du 19e siècle, quand on construisait un pont, il y avait une tradition, une légende qui disait que le premier humain qui allait traverser le pont allait mourir dans l'année, le pont neuf. Et donc, ça posait un problème, parce qu'à chaque fois qu'on construisait un pont en Bretagne, il n'y a personne qui voulait le traverser. Donc, il a fallu trouver une solution. Et la solution qui a été trouvée était une solution bretonne. C'est-à-dire que dans les piles du pont, on creusait une niche à l'intérieur de laquelle on enfermait un nourrisson vivant qu'on emmurait et hop, et les gens traversaient le pont. Et je me dis, ben voilà, c'était ça, la Bretagne de l'époque. Et ça, c'est formidable. Et donc, moi, j'aimais bien pouvoir raconter tout ça en même temps que la vie d'Hélène Gégado, quoi. Non, moi, j'ai découvert tout ça en lisant évidemment Anatole Lebras, qui a fait un boulot formidable. Ça s'appelle Légende de la mort, je crois, son livre. Où il est allé à peu près dans toutes les fermes qu'il pouvait demander aux fermiers, aux fermières, qu'est-ce que vous racontez comme légende sur la mort, sur l'Ankou, le soir et tout. Et il a tout collecté. Ça fait un bouquin énorme où c'est des histoires complètement frappadingues et tout. Jacques Cambry, qui a beaucoup écrit d'ailleurs sur le Finistère, notamment. Et Jacques Cambry,
Cambry qui a écrit une phrase formidable. Moi, j'ai voulu mettre une phrase de Cambry en exergue du livre, c'est-à-dire avant que le roman commence. Et Jacques Cambry, heureusement, c'est pas un Breton, hein, c'est le fondateur de l'Académie celtique en 1805 et qui a écrit cette phrase formidable: chaque pays a sa folie, la Bretagne les a toutes. Comme ça, voilà. Comme ça, c'est réglé. C'est né du fait qu'au départ, il y a quelque chose de vrai, c'est qu'en Bretagne, en Normandie, il y avait, première moitié du 19e siècle, beaucoup de perruquiers. Et qu'il se trouve qu'en Bretagne, par rapport à la France, c'était une région où même les hommes avaient les cheveux très longs. Et comme les Bretons, les bas-bretons étaient très pauvres à l'époque, les perruquiers normands venaient en Bretagne, mettaient des chaises dans les marchés, tout ça, où les Bretons s'asseyaient dessus, leur coupaient les cheveux, en échange de quoi ils leur donnaient une piécette et puis qui permettait aux gens de survivre. Et donc, je suis parti de ça, et je suis parti d'une histoire que m'avait racontée ma mère, qui se passait en Normandie. Et après, quand j'ai raconté ça à des copains bretons, ils m'ont dit qu'il y avait la même chose en Bretagne. Ma mère, elle a 20 ans de plus que moi, donc elle date pas du Moyen-Âge, hein, mais elle me racontait que dans le village où elle habitait, à Marigny, à côté de Saint-Lô, que si un étranger arrivait dans le village, quelqu'un qu'on connaissait pas, aussitôt, toutes les femmes sortaient sur le pas de la porte avec une aiguille, une épingle qu'elles prenaient à leur coiffe, je sais pas quoi et tout, et allaient vers l'étranger et le piquaient. Mais n'importe où, à l'épaule, au genou, dans le dos, sur la joue, partout, et piquer, et il fallait lui faire couler une goutte de sang, et que si on lui faisait couler une goutte de sang, il ne pouvait plus vous porter malheur. Et en Bretagne, c'était la même chose. Dans les villages bretons, c'était comme ça aussi. Ce qui fait que les gens qui se paumaient dans un village, ils devaient se dire, je suis tombé dans un pays de dingue. Et donc ça démarre comme ça pour mes deux perruquiers normands, et à chaque fois, ils avancent en parallèle d'Hélène Gégado tout autour de son Gégado Tour, et ils sont de plus en plus démolis. Il leur arrive que des emmerdements en Bretagne, et peu à peu ils deviennent de plus en plus bretons, et à la fin du livre, eux, ils ne parlent plus que breton, et ils finissent en devenant deux personnages légendaires, deux sortes de poules piquées bretons à la toute fin du livre, quoi. Ils sont, tout comme Hélène Gégado est un fruit des légendes bretonnes, mes deux perruquiers normands, je voulais qu'ils soient mangés par la Bretagne, et voilà. Moi, je vis avec une Bretonne qui me disait que sa grand-mère du Finistère, qui habitait pas très loin de Carantec, comprenait le français, mais ne parlait que le breton. Et donc, au 19e siècle, évidemment, qu'en Basse-Bretagne, on parlait que cette langue-là. Et je me disais que si dans un livre, il y avait que des mots français, c'était dommage. Il fallait qu'on entende le son de cette langue particulière. Et ce qui est rigolo d'ailleurs avec Hélène Gégado, c'est que le mot arsenic, dont elle s'est autant servie, elle n'a jamais réussi à le prononcer. Elle disait la resnic, avec le CH comme ça à la bretonne, quoi. Alors, en écrivant un livre sur la Bretagne et sur les Bretons, sur une Bretonne connue mais oubliée, est-ce que vous appréhendiez la réaction des Bretons? Ben oui, parce que moi, j'ai souvent eu des soucis avec les livres. Quand j'ai écrit Darling, qui est l'histoire d'une cousine qui se passait en Normandie. Moi, maintenant, à la Normandie, je peux plus y mettre les pieds parce que toute ma famille, les oncles, les cousins, ils m'attendent tous avec le fusil de chasse. Donc, bon. Quand j'ai écrit Mangez-le si vous voulez sur ce petit village du Périgord où un type arrive pour la foire annuelle de Haute-Faille, il arrive à 14 heures, il y a 700 personnes, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime bien. 2 heures après, il est mangé par la foule. À Haute-Faille, j'ai très mauvaise réputation. Ils ont dit à France 3 du coin que je ferais bien de ne pas y retourner dans le village parce qu'il pourrait bien en bouffer un deuxième. Et donc maintenant, moi, le Périgord, c'est une région, c'est rayé pour moi. Là, quand on me demande d'aller dédicacer à Périgueux, je dis non, 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 non. Moi, moins de 200 km autour de Haute-Faille, j'ai foutu les pieds. J'avais fait en bande dessinée un reportage sur la dégénérescence de la race blanche avec les petits blancs des Hauts à La Réunion. Le préfet m'a appelé en me disant qu'il fallait
plus jamais que je remette les pieds à La Réunion. Je lui disais, mais c'est incroyable, c'est en France, je ne suis pas interdit de séjour. Il m'a dit, on dirait que c'est pour votre sécurité. Vous arrivez, on vous remet dans l'avion du retour et vous repartez. Et j'avais fait un truc sur une préfète nymphomane à Perpignan. On m'a expliqué que voilà, il fallait que j'oublie la région. J'avais fait un truc sur des toreros à Arles. Pareil, ils m'ont expliqué façon torero qu'ils pourraient bien eux aussi me couper les oreilles et la queue. Donc le monde se rétrécit. Et malencontreusement, j'ai acheté une maison en Bretagne. Alors mon ami, surtout quand on a acheté la maison, elle m'a dit, alors on est bien d'accord, hein, tu n'emmerdes pas les Bretons. Hein. Pas un mot sur la Bretagne. Et malencontreusement, vous verrez, c'est pas de chance, je suis tombé sur Hélène Gégado. Donc je me disais... alors mon ami, elle me dit, ben voilà, on va être obligé de s'acheter un camping-car et de changer de région à chaque livre. Et je me disais, soit ça va passer, soit ça va pas passer, Hélène Gégado. Et visiblement, ça passerait bien. Et ça m'arrange, parce que j'aime beaucoup la maison que j'ai achetée, une maison du XVIe siècle et tout. Et je me disais, une maison qui date d'Henri IV, ça serait quand même con qu'elle explose à cause d'un livre, quoi. Quand j'ai fait ce livre, je l'ai fait parce qu'on m'a offert un gâteau. Et avant de commencer d'aller dans des librairies comme ce soir ou dans des salons du livre, une nuit, j'ai fait un cauchemar. C'est qu'il y avait des gens qui venaient et qui m'apportaient un gâteau. Et sauf que dans le gâteau, il y avait vraiment de l'arsenic. Et donc, je me suis dit, putain, il faut que je fasse hyper gaffe à ça. Et plusieurs fois, c'est arrivé que, notamment la dernière fois, je crois que je sais plus, c'était à Quimper, et il y a un monsieur qui arrive, je fais dédicacer son livre et tout, puis après il me dit, à propos, il y a ma femme, elle vous aime beaucoup, elle vous a préparé un gâteau. Et il me file le gâteau. Je fais merci comme ça, et le gâteau, je l'ai laissé au libraire. Et depuis, j'ai aucune nouvelle du libraire. Voilà. Donc, si jamais quelqu'un parmi vous avait prévu de me donner un gâteau, sachez que ça sera plutôt pour vous que pour moi. Il y a en fait deux sortes d'écrivains. Il y a Moi, j'étais dessinateur de bande dessinée avant, donc je suis un type d'image. Et quand j'arrive pas d'ailleurs à savoir comment aborder une scène, je me la dessine et puis je me la mets au mur devant mon bureau, puis je regarde le dessin et puis les mots me viennent. Alors qu'il y a beaucoup d'autres écrivains, surtout en France, qui sont beaucoup plus intellectuels, beaucoup plus en introspection et tout. Et ils ont bien le droit. Hein. Chacun fait ce qu'il veut et moi, je ne donne surtout pas de leçons à qui que ce soit. Mais moi, j'ai besoin que ça soit visuel. Et c'est sans doute pour ça que j'ai autant de livres qui sont adaptés soit au cinéma, soit en bande dessinée, soit au théâtre et tout. Parce que souvent, moi, les gens disent que quand ils lisent mes romans, ils voient ce que je raconte et c'est exactement ce que j'ai envie. Parce qu'à chaque fois pour les films, même et tous les pièces de théâtre, les bandes dessinées, presque à chaque fois, celui qui veut l'adapter me demande si je veux écrire l'adaptation. Et je dis non systématiquement. Et puis, il me demande aussi si je veux avoir un droit de contrôle sur ce qu'ils font. Et je leur dis non aussi. Je leur dis, à partir du moment où vous achetez les droits, c'est que les droits sont à vous. Si les droits sont à vous, faites ce que vous voulez. Et alors, ce qui fait qu'ils me trouvent tous vachement sympas. Mais moi, je me mets à leur place. Si je devais adapter au cinéma, je sais pas, au théâtre, tout ça, et puis sans arrêt avoir l'ombre de l'écrivain comme ça qui fait ah là là, on trahit mon œuvre et tout. Je leur dis quoi que vous fassiez, de bien ou de pas bien, de toute façon, vous n'enlèverez pas une virgule de mon livre. À partir du moment où vous touchez pas à mon livre, vous faites ce que vous voulez. Et alors, des fois, j'ai des bonnes surprises, des fois moins bien. Et puis voilà. Et puis, les gens ont le droit de louper et tout. Et puis, ça m'arrivera, j'espère, même le contraire, de voir un jour un film en disant waouh, le film est vachement mieux que mon livre. Je pense à ça, moi, souvent, par exemple, avec Hitchcock. Presque tous les films d'Hitchcock sont tirés de nouvelles ou de romans, des romans la plupart du temps dont on n'a jamais entendu parler. Je me dis que les mecs qui ont eu Hitchcock qui a pris les droits et qui en a fait un film, ils ont dû se dire waouh, c'est bien. Et pareil pour un type comme Kubrick, quand il adaptait un roman.
Il y en a, c'est Stephen King, qui a été complètement outré de l'adaptation, d'avoir été trahi par Kubrick. Ah, moi, Kubrick, j'aurais dit, vous me trahissez autant que vous voulez. Alors là, ah bah ouais. À chaque livre, moi, j'attrape une maladie différente. Quand j'ai écrit La vie de Darling, c'est une vie tellement dingue qu'au bout d'un moment, moi, j'ai fini le livre sous anxiolytique. Et c'était la vraie Darling qui m'appelait, qui me disait Jeannot, il faut que tu te remontes. Je dis il faut que je me remonte. T'as vu ta vie de merde aussi. Et, tout. Après, quand j'ai raconté François Villon, quand il se faisait torturer et tout, j'avais mal partout dans les os et tout. Et j'ai passé tout le temps chez le chiropracteur qui me remettait tout en place et tout. Là, j'ai écrit Fleur de tonnerre. C'est une bonne femme, à chaque fois qu'elle rencontre des gens, elle leur fait à manger, et au bout d'un moment, les gens, ils se tiennent le ventre, et puis ils meurent. Moi, j'écrivais le livre, et au bout d'un moment, je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai mal au ventre. Et puis je continue à écrire le livre, et puis j'avais de plus en plus mal au ventre. Mais vraiment mal. Et à un moment, je me suis dit, putain, c'est pas possible ça. J'ai dû me choper 12 cancers et tout. Et puis je me dis, cette salope de Gégado et qui a buté tout le monde de son vivant, et bah, tu vas voir qu'elle va buter le mec qui raconte sa vie, dis donc. Et je vais voir un proctologue. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez spécial quand même. Arrivez, vous dites bonjour à un monsieur que vous n'avez jamais vu. 5 minutes après, on se retrouve avec 2 doigts dans le cul et tout. Et pas un bisou avant, rien. Depuis pas une carte postale, ton anus me manque énormément, rien du tout. Et après, coloscopie. Alors ça, c'est assez sympa aussi, coloscopie. Et là, le proctologue, il me dit, ben, c'est simple, vous n'avez rien. Et il savait le livre que j'étais en train d'écrire. Il m'a fait une ordonnance incroyable. J'ai donc une ordonnance de proctologue sur laquelle il y a écrit simplement l'empoisonneuse doit disparaître. Et j'ai fini le livre et j'ai plus jamais eu mal au ventre. Et donc je peux pas vous dire le sujet du prochain livre, mais tout de suite mon ami il a dit eh ben ça nous promet un drôle de médecin encore. Voilà. Je me retrouve comme en deuil et puis comme c'est la fin de voilà. Mais ça m'a fait ça très fort pour le Montespan. J'adorais ce mec au bout de 2 ans quand voilà, écrit le dernier mot. Je dis, et voilà, plus jamais je serai avec ce type-là que je trouvais génial et tout. Et même avec ma petite Fleur, quand j'ai terminé le dernier mot, et ben voilà, j'ai dit, ben voilà, j'ai vécu 1 an et demi avec elle. Et puis, à part le fait d'en parler comme ça maintenant, mais moi, je fais ça jusqu'à fin juin et après, c'est fini, je ferme les portes. Et puis c'est des gens qui s'en vont, c'est comme des histoires d'amour qui s'en vont et tout. Et donc ouais, ça fout un petit cafard et tout. Puis après, bah, comme dans les histoires d'amour, après on s'en remet, puis on rencontre quelqu'un d'autre et puis c'est reparti, quoi. C'est tout. Mais en même temps, elle a vécu une histoire d'amour. Ça, je trouve c'est formidable. Comme quoi les histoires d'amour, c'est vraiment extra. Ça arrive à tout le monde et n'importe où, même les gens les plus bizarres et tout. Parce que un jour, elle est arrivée à Lorient, chez Monsieur et Madame Véron. Et il se trouve que Hélène Gégado tombe immédiatement amoureuse de Monsieur Véron. Alors, quand on est Fleur de tonnerre, ça pose pas un problème. Parce qu'assez vite, Madame Véron a dégagé. Et, euh, et c'est le seul qu'elle a refusé, de toute sa carrière de tueuse, c'est le seul qu'elle a refusé de tuer. Où elle racontait qu'elle entendait la voix de l'encou, le grincement, le ouic, ouic, ouic de la charrette de l'encou, qui lui disait vas-y, lui aussi, comme les autres, tout le monde, lui aussi. Et qu'elle disait non, non, pas lui et tout. Et elle a refusé de l'empoisonner. Et c'est le seul type qui, à son procès, ne l'a pas défendue, parce qu'elle est indéfendable, mais qui a été attentif à elle en disant que quand il s'est retrouvé veuf, il savait, mais après il a compris pourquoi, elle était chez lui, elle passait de moments de franche gaieté et sans cause apparente à des désespoirs prolongés. Et il a expliqué que lui ne l'avait pas du tout chassée, que c'est elle qui était partie, et que lui, au contraire, aurait voulu la garder avec elle pour la bercer et tout, comme on tenterait de réveiller une petite fille pour la sortir d'un grand cauchemar. Et ça, c'est vachement joli que ce type ait dit ça. Ce type-là a refusé d'assister à son exécution. Il n'a pas voulu voir le moment où on lui coupe la tête. Et quand il y a eu une autopsie après sa
après qu'elle ait été guillotinée. Là où il y a eu l'autopsie est arrivée une couronne d'immortelle pour elle. Et donc, ce type, voilà, c'était une grande histoire d'amour. Eh bien, Jean Thollet, merci beaucoup. Et merci à vous. D'être venu pour vos réponses. Oui.